Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Je suis votre hôte, Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique à l'Université Laval. On est toujours à Québec, au Québec. Il fait beau au Québec, au Canada. Bienvenue à notre enquête sur les enjeux sociaux, éthiques de l'intelligence artificielle. Désolé pour le retard. Là, on a une semaine de retard là, dans notre horaire de production. On est tous débordés, puis je suis sûr que vous allez vous en remettre. Par contre, on est de retour, puis on avait bien hâte de vous retrouver. Super beau programme cette semaine. D'ailleurs, on va faire un retour sur notre épisode 94. C'était intitulé « Une machine qui apprend avec peu ». Apprend entre guillemets, hein, c'est important. Données massives versus données frugales en intelligence artificielle. C'était l'entrevue avec Christian Gagné, professeur expert ici à l'Université Laval. Une belle rencontre, ça faisait longtemps qu'on se croisait ici à l'Uni, là, dans les corridors, dans les comités, etc. Puis j'avais très hâte de discuter au micro avec Christian. Bien hâte de savoir ce que mes collaborateurs, collaboratrices d'IA Café ont pensé de tout ça. J'ai prévu pour vous un beau programme divisé en deux parties. Ben, essentiellement, c'est deux tours de table, puis mes collaborateurs vont me dire ce qu'ils pensent de l'entrevue en question, ce qu'ils ont retenu. Sinon, ils peuvent leur laisser aussi la liberté de partir là où ils le souhaitaient. Et pour m'accompagner aujourd'hui, ils sont nombreux pour vous servir votre délicieux IA Café d'automne. Ils sont presque tous et toutes en France. Tiens, on va commencer par la France. Shirley Plumerand est là. Comment ça va, Shirley? Ça va très très bien et toi? Très bien. Tu es où en France? On ne sait jamais où t'es, là. Ah, en région parisienne en ce moment. Je me suis calmée. Tout va bien. Je suis en région parisienne. Région parisienne. On a aussi de l'autre côté Sylvain Munger. Sylvain, il est à Brest. Comment ça va, Sylvain? Ça va super bien, et vous? Très bien. Paris, Brest, ça donne faim. On appelle ce petit gâteau. Ce petit gâteau en forme de roue. Je pense que c'est ça, oui. Il y a des très bons desserts en Bretagne. Hein. Ben voilà, mais Paris-Brest, c'est ce petit gâteau là, qui est en forme de roue qui rappelait le parcours cycliste Paris-Brest-Paris. Je pense que c'était ça la boucle. On t'en enverra, Jean-François, pour le 100e épisode par la poste. Bon, je garantis pas l'arrivée, mais voilà, dans l'idée, on te livrera ça. C'est ça, tu le feras rouler jusqu'ici. Paris-Brest, c'est combien de kilomètres, ça? Bon, en train, c'est à peu près 3h40, 45 dans ce coin-là. 3h40. C'est quoi, en voiture, je sais pas. Bon, on a des trains rapides aussi, non? Oui, mais c'est quand je disais train, j'avais compris que c'était des TGV. Ça fait quand même quelques mois que je suis ici, hein, je l'ai pris quelques fois. Bon, je l'ai ici, c'est 500 km Brest-Paris. On a entendu Stéphane. Stéphane, ça va bien? Stéphane Minéo? Ça va bien. À Paris aussi? À Paris aussi, oui. Tout à fait. Paris-Brest en vélo, fais-tu ça souvent? Alors, j'ai fait une fois, j'étais en Bretagne en vélo une fois de Paris. Wow. Mais ça m'a pris une semaine, hein. J'étais en VTT. Une semaine? Des vacances. Puis j'ai fait l'aller-retour, donc voilà. Bravo. 500. Mais ça, c'était juste il y a 20 ans, par bravo. contre, hein. Je l'ai fait il y a 20 ans. Aujourd'hui, je ne sais pas si je pourrais le refaire aussi facilement. On a Fred aussi qui était là, mais est-il encore là? Non, il a disparu. Donc, il y a des petits problèmes de connexion. J'aurais bien aimé savoir combien de temps ça y prend à faire 500 km. C'est un cycliste émérite, notre Fred. Écoutez, deux tours de table. On va commencer par un premier tour de table. Retour sur l'épisode avec Christian Gagné. Mais avant, j'ai réservé pour vous, en fait, j'ai préparé pour vous. Cette semaine, j'ai testé Notebook LM. Donc là, c'est sûr que vous avez entendu parler de cette application. Vous voulez peut-être même tester de votre côté. C'est un outil de Google Labs. Ça roule avec Gemini. Puis, ce que ça fait, c'est que tu lui donnes des documents. Tu vas aimer ça, Sylvain. Tu donnes des documents. Tu donnes n'importe quoi, là, un Google Docs, un slide, un lien Internet,
un vidéo YouTube. Tu lui donnes juste l'hyperlien du vidéo en question ou un bout de texte copié-collé, un article scientifique, tiens, n'importe quel contenu. Puis, tu lui donnes ça, puis ça te fait un beau sommaire, un beau résumé, un beau débriefing. Ça peut même te faire un guide d'études là, si tu le souhaites. Tout ça à partir d'un seul petit contenu fourni. Puis ça peut même te générer un petit podcast à partir de ce contenu. Puis cette semaine, j'ai soumis notre épisode 94. Je l'ai soumis à Notebook LM. Donc, j'ai donné le petit lien. En fait, on est aussi sur YouTube. Là. J'ai donné le petit lien de l'épisode sur YouTube. J'ai donné ça à Notebook LM. Puis en 30 secondes, Notebook LM m'a produit tout ce qu'on me promettait. C'est-à-dire tout le contenu que je lui avais soumis. C'était un contenu en français, il faut bien le voir. Donc, je lui soumets le petit contenu, puis il m'a produit un beau résumé et aussi un petit podcast de 11 minutes où les deux animateurs parlent. Évidemment, ça parle en anglais, mais ça parle de notre épisode. Donc, ça parle en anglais d'un contenu francophone. Donc, déjà, la prouesse est assez impressionnante. J'ai un extrait pour vous. Ça va durer 3 minutes. 3 minutes du podcast en question. C'est bien le fun, là, vous allez voir, ça donne l'impression qu'on est rendu assez big pour que deux Américains mainstream se mettent à écouter notre podcast puis en parlent à leur podcast. Et puis avant de vous passer l'extrait, je vous rappelle là, que tout ça, c'est un produit de synthèse. Il n'y a pas de vrai animateur. Il n'y a personne qui a vraiment écouté le podcast, notre épisode. Il y a vous, là, mais eux n'ont pas écouté le podcast. C'est juste des systèmes d'IA qui lisent la piste audio, qui interprètent la piste audio, qui la traduisent du français vers l'anglais, puis qui génèrent une fausse discussion autour de ce vrai podcast. Puis pour de vrai, là, vous allez voir, là, si vous n'avez pas écouté l'épisode 94, là, ça fait quand même une belle job de résumé. Voici l'extrait en question. Way. You're like, Think about healthcare, right. education, Okay. all kinds of stuff could change. So we've gone from frugal AI, Right. which I'll admit at first sounded a little, I don't A know. little boring. Yeah, like, oh, frugal AI. Like, okay, we're on a budget. To like, whoa, this could like actually change things. It's not just about saving data. Yeah, it's about making AI Better. more ethical, Definitely. more, I don't know, thoughtful. That's a great way to put it. It's about moving away from this idea that more data is always better Right. and understanding that real intelligence is way more complex than that. Which brings us back to like the beginning On my full circle. with Gagne and his, what were they called? Evolutionary algorithms. Yeah, he's been thinking about this for like decades. He was way ahead of his time, Mhm. and now everyone's catching up. So it seems like we're at this like fork in the road with AI. Yeah, a big decision point. Do we just keep feeding it data and like hope for the best? The brute force method. Yeah. Or do we do something different? Do we take a smarter approach, Yeah. a more ethical approach? That's a big question. It is. Yeah. And Gagne is making us ask it. It's kind of like we're at this point with AI where, I don't know, it feels like anything's possible. Yeah, it's exciting It is, but it's also a little, I don't know, maybe a little daunting. because we have the power now, right? Exactly. And Gagne's work, it really shows us how we can like use that power for good. Right. It's not about like taking over the world, Right, exactly. It's about using AI to solve problems. making things better for everyone. Which goes back to that idea of like, you don't need to be, you know, some tech giant. You Right. don't need $1 billion and a server farm the size of a city. You don't need to be Google. Yeah. You can still do amazing things with AI. It's about the ideas, you Mhm. know? And with frugal AI, those ideas can come from anywhere. It's like this hidden potential that we're just now starting to tap into. And Gagne, he's one of the people who said, hey, what if we did things differently? Instead of just like throwing more data at the problem. Exactly. He asked, what if we could do more with less? This whole conversation has been, I don't know about you, but like kind of mind-blowing for me. It makes Right. you think, right? It does. It's not just about the techie stuff. It's about how this could actually like change the world. It's about potential. Right. And it's about giving people the tools to reach that potential. So as we wrap things up here, I want to like throw back to you, the listener. Okay. We've gone deep on Christian Gagne's work, this idea of frugal AI. AI that learns smarter, not harder. Exactly. Using less data
idea and maybe like changing the world in the process. That's a big idea. It is. So here's my question for you. If you had the power of Frugal AI, what would you do with it? What problem would you solve? Something to think about, and hey, maybe even something to act on. That's what the deep dive is all about. Until next time, keep exploring, keep asking those big questions, and we'll see you in the next deep dive. Puis, qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que tu prépares notre remplacement, ça. J'allais le dire, j'arrête pas de dire avec l'intelligence artificielle, mais non, vous inquiétez pas, on se fait pas remplacer, non. Et bon. Ben, j'ai hâte de voir, là, c'est élevé, là. Là, vous autres, faut faire mieux, là. Mais aussi, si tu ajoutes ça avec l'autre logiciel que tu avais déjà testé une fois, là, qui essaie de reproduire nos expressions, nos voix, ouais, avec nos expressions, notre manière de s'exprimer. Je veux dire, tu prends ça et tu couples ça avec ce truc-là, et je pense qu'on a quelque chose. Ah ben oui, là, c'est vrai, je pourrais plaquer ma voix. Des Sylvain, prendre ma voix, Shirley et moi, puis on parle. Ouais. C'est intéressant aussi les petites hésitations. Des fois, on voit il part pour dire quelque chose, il arrête, puis il attend qu'elle ait fini. Je me dis, wow, même tout ça, ces petites intonations-là, c'est là. Les respirations, ouais. les rires, non, c'est vraiment... Il y a un rythme qui est donné dans la parole. C'est vraiment super intéressant. Il y a des vidéos aussi. Il y a des vidéos qui existent, des deepfakes, là, où je me souviens que j'avais déjà vu ça d'Obama, là, et c'était Obama qui parlait. Sauf que ils avaient pris une vraie image l'un de ses discours, mais ils avaient complètement remplacé ce qu'il disait, le contenu de ce qu'il disait. Mais c'était comme lui c'était sa voix. Puis, ils lui ont fait dire un discours complètement généré par une IA qui était absolument faux. Ben oui, ça existe vraiment. Mais ce genre de contenu-là, moi, où je propose n'importe quel contenu, je l'ai essayé l'autre fois avec un article scientifique assez pointu. Puis là, c'est sûr qu'il y a des lieux communs, puis ils ont de la difficulté à voir dans le détail ou dans le raffinement de ce qui est dit, mais le gros, le résumé de tout ça sont jamais très, très loin. Sont comme si c'était 2 personnes, là, mais l'outil en question est assez efficace. Le résumé comme produit, les outils, même le podcast, ça tient la route, là. C'est prometteur. Oui, c'est prometteur. Mais du coup, alors je l'ai pas testé l'outil, j'ai un peu honte, là, il va falloir que je le teste, hein, c'est obligé. Mais tu peux choisir le nombre d'intervenants, les voix éventuellement, ou est-ce que c'est un peu imposé? T'es dans un cadre un peu limité? J'ai pas testé honnêtement le raffinement de tout ça. Je pense que c'est toujours les 2 mêmes voix. En tout cas, les fois, je l'ai essayé 3 fois là, avec 3 tests. C'était toujours les mêmes voix qui sont générées. Peut-être qu'il y a moyen de... il y aurait possibilité, peut-être qu'ils ne l'offrent pas encore, là, mais je vois pas pourquoi on serait pas capable de faire tout ça. Pourquoi éventuellement on serait pas capable de cloner notre propre voix puis de la pousser vers l'outil, puis avec les mêmes intonations, il prend juste ta voix, puis tout ça, là, si c'est pas fait, c'est faisable. Oui, et puis oui, c'est sûr. Enfin, on l'attend dans les mois qui arrivent là. C'est obligé. En tout cas, juste avec ça s'en vient là. Juste avec cet extrait-là, en tout cas, tu l'as dit toi-même, Jean-François, ce qui est assez impressionnant, c'est moi, je trouve que partir d'un contenu français et puis avoir un résumé anglais, je trouve ça assez intéressant. Et puis le côté un peu humanisé, je sais pas trop comment le dire autrement, de ces voix, surtout la voix féminine, moi je la trouve assez bluffante, assez vraie, assez humanisée. Oui, les intonations, l'écoute, les petits rires, tout ça, et là, ça ressemble. Ben, c'est sûr qu'ils en ont écouté des podcasts. Il y a toutes les fois que quelqu'un éternue, un podcast qui naît en ce moment, là, ça fait que du contenu qu'on donne à ces outils-là pour apprendre à parler comme si ça ressemblait à un podcast. Je pense qu'ils ont du matériel là, pour apprendre, encore une fois, entre guillemets, comment parler comme des podcasteurs. Ben voilà, maintenant, faites mieux, là, c'est-à-dire que on va faire, j'ai bien hâte d'entendre votre deep dive sur cet épisode 94. Tiens, je vous mets la table, rappelons les thèmes. Moi, c'est les thèmes que j'avais notés quand j'avais fait mon résumé à moi de l'épisode en question.
Les thèmes abordés avec Christian, le concept d'évolution biologique, puis son influence là, sur le développement de la recherche en intelligence artificielle. Comment des concepts comme ça influencent la progression de la recherche en intelligence artificielle. On a parlé d'histoire de la recherche universitaire, du financement, on a parlé le parallèle entre le processus d'apprentissage humain puis le processus d'apprentissage machine. Ça fait plusieurs épisodes, je dirais, là, que ça me préoccupe. Puis je trouvais ça intéressant de discuter de tout ça avec lui. Le big data versus le few data, ou les données frugales, massives ou frugales. J'ai bien aimé ce petit mot-là qui désormais va faire partie de notre vocabulaire. On a parlé du risque là, de la singularité, mais des risques réels, puis des risques plutôt théoriques, puis du potentiel réel aussi, puis du potentiel théorique avec Christian. Bien hâte de vous entendre. Tiens, on va faire notre petit tour de table. On va commencer par Sylvain. Sylvain, est-ce que tu as pensé de tout ça? En fait, j'ai trouvé ça très, très intéressant, mais d'autant plus que c'est quelqu'un que je connaissais pas. Je crois que j'avais déjà vu son nom passer sur quelques annonces comme ça. Je le connaissais pas, mais en même temps, je trouve que toute l'entrevue est un bon récapitulatif de tout. Un peu tous les traits, ou je dirais, j'aurais tendance à dire des préjugés, mais c'est pas vraiment ça, mais c'est plus ce qui nous vient spontanément à l'esprit lorsqu'on parle un peu de ce sujet-là, soit sur les questions éthiques ou sur les questions des risques. Mais j'avais noté quelques points, moi, qui m'avaient particulièrement intéressé. D'abord, à un moment donné, il y a un passage où il explique que avant 2014, il n'utilisait pas l'expression comme ça, comme tel, intelligence artificielle. On utilisait autre chose, on appelait les projets autre chose. Et ça recoupe une affirmation que j'ai déjà, comme on m'a déjà dit, là, que j'ai déjà entendu très, très souvent, que même avant cette période-là, 2012, 2014, disons en gros les années 2010, que si tu voulais être pris au sérieux, il fallait éviter d'utiliser cette formule-là. Ça, c'est la plupart du temps, les chercheurs, c'est ce qu'ils disent. Ils commencent à voir émerger le terme vraiment à partir de la deuxième moitié des années 2010. Sinon, ça faisait un petit peu flagorneur. Puis ça exactement. C'est pas sérieux, là. Exactement, ça faisait pas sérieux, puis ça faisait si tu avais une demande de financement à faire, c'était mal vu. En fait, on le mettait pas, tout simplement. Ah, oui. Donc ça, il y avait cet aspect-là. Il y a tout l'aspect aussi sur son intérêt, son dialogue avec tout ce qui est sciences cognitives, psychologie, neurobiologie. Ça, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Il explique aussi que si on regarde l'histoire un peu là, du machine learning et les méthodes qui sont utilisées actuellement qui performent bien, il explique qu'au départ, ça me faisait penser un peu à la naissance, l'émergence de la cybernétique et tout ce qui s'en est suivi, où justement, il y avait un dialogue interdisciplinaire qui était un peu l'informatique, les neurosciences, neurobiologie, les psychologues. Un petit peu, là, ouais. Exactement, même l'anthropologie. Hein, il y a des grands anthropologues qui étaient dans ces espèces de grands colloques qui ont eu lieu aux États-Unis là, dans les années 50, ou qui ont fondé un peu ils ont jeté les bases de l'informatique moderne. Mais au départ, c'était très, très présent, ça, l'aspect de la présence des psychologies, de la psychologie cognitive, des sciences cognitives, des neurosciences. Et j'ai l'impression que maintenant, si on suit ce qu'il dit, et sur quoi je suis assez d'accord, c'est que ça laisse envisager que les tendances, la trajectoire prochaine du développement de l'IA va peut-être reprendre un petit peu ces premiers passages-là. C'est-à-dire, je m'attends à voir, moi, beaucoup plus d'inclusion de ces disciplines-là. Là. Exactement. Et moi, je le vois arriver, hein, parce que là où je suis en ce moment, je vois beaucoup passer de projets de recherche. Hein, parce que je suis dans un endroit où il y a beaucoup d'ingénierie qui se fait là-bas. Mais la question des sciences cognitives reliées à l'IA là, et tout ce qui est ergonomie aussi là, du fonctionnement, de l'usage de ces technologies-là, comment on peut l'intégrer, comment l'humain réagit, comment on peut aménager l'interface pour que ce soit le plus facile à l'utilisation. Ça mobilise directement des
connaissances. En informatique, c'est sûr, parce qu'il doit fournir l'interface, il doit fournir la programmation, les codes, mais tout ce qui est interaction de l'humain avec la machine, là, on est beaucoup sur la question tout ce qui est psychologie cognitive, psychologie sociale et les neurosciences aussi. Donc, moi, je vois cette trajectoire-là qui se découpe et c'est en accélération assez marquée sur ce plan-là. Et si je peux continuer aussi, peut-être 2-3 autres petits points. J'ai aimé lorsqu'il parle de la liberté académique, de pouvoir explorer librement des nouvelles idées. Il explique aussi l'importance de l'esprit hippie. Hein, et je trouve que c'est quelque chose aussi que j'avais déjà relevé avant. Ça, c'est commun entre les entrepreneurs, chez les entrepreneurs de la tech en général et chez les scientifiques. On observe cette référence-là, l'espèce de liberté. Peut-être pas chez les tech bros modernes, là, mais les tech de l'époque de Steve Jobs puis tout ça, là, il y avait vraiment cette inspiration-là du mouvement. Oui, puis d'ailleurs... la liberté, le partage du savoir, des ressources, tout ça, c'était là. C'est l'idée de faire esprit de communauté, de communion ensemble et de circulation libre de l'information et des interactions. Les vidéos du World Wide Web, je vais finir par le dire. Je pense que je vais dire le www, ça va être plus... Mais les vidéos qui étaient là au début, c'était ça, là. Oui, et il y a un excellent livre qui a été écrit par un historien américain qui s'appelle Fred Turner, qui explore justement les origines hippies du web en général, de tout ce qui est technologie informatique, numérique, en fait, la naissance, et comment en fait les hippies des années 60 qui sont partis fonder des communautés comme ça dans des coins ruraux, des coins isolés, avec un esprit vraiment utopique, se sont transformés en entrepreneurs avec le temps et qui ont donné naissance à cette industrie-là et qui ont essayé de, toujours dans le discours, là, il y a la présence de cette référence-là qui se transmet tout le temps et ça ne s'opère pas. Donc ça, j'ai trouvé que c'était intéressant d'avoir ça aussi. C'est encore là, mais en même temps, entre l'idéal de ces années-là, de partage du savoir, partage des ressources, communication avec le monde entier, tout ça, il me semble que ces idéaux-là ont perdu des plumes depuis toutes ces années. On n'est plus vraiment en tout cas, dans l'esprit du partage. À part le nom OpenAI, c'est de moins en moins open. Là. Ça fait quelques fois que je la fais, la blague ici, mais parce que c'est vrai. Là. Il y a quand même encore beaucoup de modèles informatiques qui sont en open source, qui sont libres. Alors pas forcément chez OpenAI, effectivement, mais il existe encore, même en intelligence artificielle, du coup il existe des modèles qui sont libres, où il y a une certaine documentation sur comment le système a été entraîné, avec quelles données, etc. Et ça existe encore. Accès à des ressources, c'est possible de trouver des lignes de code. Comment ça s'appelle le site très populaire là, pour faire ça? L'outil que vous utilisez tout le temps là, pour aller chercher des bouts de code à gauche, à droite, puis... alors je pas toi, là, mais... non, je sais pas quel outil tu... Au lieu de les écrire vous-même, sur Git par exemple, c'est un lieu de partage. Voilà, on partage nos codes, effectivement. Oui, puis il y a une culture du copyleft, là, c'est-à-dire que c'est gratuit, c'est partageable à condition que tu le vendes pas puis que tu fasses pas d'argent avec. Là. Mais c'est ça, c'est encore dans cet esprit-là. C'est des traces peut-être du mouvement hippie des années 70. Là. Mais c'est vrai qu'on le retrouve quand même dans le développement. On retrouve beaucoup de personnes qui défendent l'open source, comme par exemple Yann Lequin dans le cadre des modèles d'intelligence artificielle. Sylvain, est-ce que tu avais... vas-y, Charlie, tu voulais commenter? J'en avais parlé il y a quelque temps de ce bouquin et de cette autrice. Vous avez Charlène Biondi qui a écrit un livre qui s'appelle Décoder, contre-histoire du numérique, une contre-histoire du numérique, et qui revient justement sur ces utopies technologiques et cet esprit un petit peu hippie, cyberpunk, tout ce qui est activisme. Donc, si jamais vous avez envie de vous plonger un petit peu sur le sujet, ces origines-là,
un petit peu de liberté technologique et d'utopie. Elle revient très très bien dessus et elle fait le lien avec les dérives qu'on a eues sur tout ce qui est surveillance de masse, comment ça a pu s'installer. Notamment la surveillance de masse, hein, pas que. Mais voilà, elle revient à la fois là-dessus pour justement après expliquer les dérives qu'on connaît aujourd'hui. Donc assez intéressant. Merci. Oui, belle suggestion. Shirley, Sylvain, est-ce que tu avais fini ton premier tour? J'avais encore un dernier commentaire et là, je vais faire un peu de spéculation comme j'aime faire de temps en temps. Là. Mais j'ai toujours trouvé assez fascinant l'analogie que les spécialistes, disons-le comme ça, là, les chercheurs, ceux qui sont vraiment dans la recherche fondamentale, qui expliquent le fonctionnement de l'IA, comme les modèles, l'entraînement, l'instruction des modèles. Leur analogie avec la biologie, le darwinisme, là, l'évolution. Et ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que ça m'apparaît quand même, lorsqu'on parle surtout de singularité et de tout ça, on parle d'événements potentiels ou d'évolutions qui pourraient arriver dans ce produit dans très, très longtemps. Mais ça m'a toujours marqué pourquoi les gens qui sont dans ce domaine-là ont souvent tendance à réfléchir l'évolution de cette technologie-là comme quelque chose qui est très, très, très graduel. Et là, l'analogie avec le darwinisme, c'est intéressant parce que le darwinisme, c'est de dire que la vie évolue à la vitesse des changements géologiques. C'est des changements minuscules, aléatoires, ce sont dus au hasard, qui, en s'accumulant avec le temps, finissent par produire de nouvelles espèces et c'est très, 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 très long. Le problème, c'est pas un problème, mais dans la biologie, pour avoir les limites de l'utilisation du concept. Oui, exactement. Mais dans la biologie, Darwin n'est pas seul. Hein. Il y a des théories qui contestent. Darwin est un de ses plus grands pourfendeurs, c'est Stephen Jay Gould, qui est un paléo. Je crois que c'était un archéologue. Bon, c'est dans l'archéologie, c'est un spécialiste des fossiles. Et il a émis une théorie qui est vraiment super fascinante, c'est de dire que le darwinisme, ça fonctionne, sauf qu'il arrive des moments dans l'histoire de l'évolution où la vie, comme telle, subit des bonds. Le nom de sa théorie, ça s'appelle les équilibres ponctués. C'est-à-dire, la vie, quand on regarde depuis qu'il y a de la vie sur Terre, pendant des millions, des centaines de millions d'années, des milliards d'années, il se passe presque pas grand-chose. C'est ce qu'il appelle des stases. Donc, les espèces subissent très, très peu de changements. Et il y a des mouvements de brève accélération. Lui, il appelle ça des ponctuations, donc des espèces de sauts quantiques où là, on change littéralement d'échelle en très, très peu de temps. En quelques milliers d'années, vous allez avoir un foisonnement de la vie, un foisonnement de la diversité. Qu'est-ce qui provoque ce genre d'événements-là? Ce qui provoque ça, ce sont des hasards cosmiques. Par exemple, l'explosion d'un supervolcan qui va éliminer 90% de la diversité biologique sur la Terre. Une comète, l'astéroïde des dinosaures, a permis l'émergence des mammifères. Et j'imagine que vous le savez tous, les auditeurs aussi, mais c'est comme le début des films X-Men. Hein. On vous explique que dans la biologie, généralement, il se passe de temps en temps des espèces de sauts comme ça, et dans la mythologie des X-Men, c'est comme ça que les mutants apparaissent. C'est que l'évolution est en train de subir un saut énorme, un pas énorme en avant. On fait un bond et là, ça fait apparaître une nouvelle espèce. Modification génétique, puis là, tu peux voler. Là. Exactement. C'est quand même donc, c'est ça. Mais cette théorie-là et ces analogies-là, je ne les retrouve jamais chez cette communauté-là de chercheurs. On pense toujours quelque chose qui est très, très, très lentement. Mais je veux dire, dans certains cas, oui, ils vont vous dire, ça peut, comme il l'expliquait, la singularité, ça peut être dans 2 ans, mais ça, je crois que c'est quand même assez minoritaire. Généralement, on pense que c'est quelque chose qui évolue très, très lentement. Alors que si on pense comme en termes de les équilibres ponctués, ça peut arriver qu'il y ait une explosion comme ça et que ça explose. D'ailleurs, la singularité elle-même, c'est lorsqu'elle arrivera, là, on sera dans une explosion, mais pas avant. Et je trouvais que c'était intéressant de souvent faire de voir les analogies avec le darwinisme et l'évolutionniste qui est un peu lent, mais un peu moins souvent avec quelque chose qui peut aller radicalement très, 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 très nouveau, très, très avancé, très, très rapidement, mais d'un coup. Là. C'est un bon point, puis c'était souvent quand on parle de la singularité en intelligence artificielle, l'idée d'émergence d'une nouvelle forme d'intelligence, c'est intéressant de voir que
dans leur conception, tu sais, je pense aux informaticiens, là, dans les concepts, ils s'inspirent des concepts d'évolution comme ça, biologique. Mais tu sais, ces concepts-là, une fois que tu les mentionnes, ben, ça reste quand même une... C'est pas pour rien qu'on parle de la singularité, là. C'est-à-dire que c'est l'idée même de ces concepts-là qui nous mène inéluctablement à la naissance de... Parce que quand toi, tu disais l'évolution peut être fragmentée, peut aller par saut, mais dans les deux interprétations, tu sais, il y a l'évolution constante et progressive vers la singularité, puis il y a l'évolution saccadée par moment vers quand même. Tu sais, c'est pas un hasard si on parle de ce... où on a ces peurs-là, là. C'est que ça vient... Je pourrais comprendre des informaticiens peut-être se plaindre de ben, capotez pas, là, ça n'arrivera pas, mais en même temps, sont à l'origine conceptuellement de ces peurs-là. On les invente pas, là. C'est eux-mêmes qui nous disent ben, il y a l'évolution. Ben, l'évolution, ça mène vers où? Ben, on le sait, ça mène vers nous, là. On veut pas une autre forme d'intelligence comme ça, que ça arrive subitement ou progressivement. Oui, puis l'analogie avec l'histoire, disons, politique, vous avez parfois comme l'agriculture, ce serait une ponctuation, là, quelque chose qui change radicalement le mode de vie, les objets techniques qui sont utilisés. Après ça, vous en avez d'autres, la Révolution française, par exemple, ça pourrait être un exemple. Mais je trouve que Oui. quand on les amène dans le débat, ça peut faire une réflexion intéressante. Très intéressant, Sylvain. J'aurais envie de me tourner vers Stéphane parce que je vois que Shirley, elle est en train de manger. Là. Elle vient de s'étouffer d'ailleurs quand j'ai failli donner la parole. On va aller vers Stéphane. D'ailleurs, merci Sylvain. Tu vois, ça on ne l'a pas entendu à Deep Dive. Oui. Hein? On n'a pas entendu ça, là, mais voilà, c'est pour ça que vous écoutez ce podcast-là. C'est parce qu'on ne dit pas ce que la majorité... Oui, mais tu nous avais demandé de faire mieux aussi, hein? Ah, voilà. Moi, je l'ai pris au mot, hein? Tu l'as demandé, tu as formulé ta demande et moi, je réponds, hein? Je suis pas un robot. Non, t'as raison. Stéphane, tu voulais peut-être commenter sur... tout à fait. Alors, sur un peu les mêmes sujets. Moi, je voulais justement parler de la partie singularité et de la partie évolution. Donc, les deux parties qui m'ont plu là dans le podcast, l'épisode 94. Et donc je réagis en même temps à ce que dit Sylvain parce que j'apprécie en fait effectivement que tu mentionnes le darwinisme. Effectivement, à un moment donné, il a parlé d'un algorithme évolutif, c'est-à-dire en fait qui simule des règles du darwinisme. Donc moi, j'avais joué un petit peu avec des programmes pour faire ça. Donc, on fait plusieurs programmes. On les met en compétition entre eux, je pense, ou en dialogue, là, mais une forme de compétition. C'est ça. C'est une compétition face à des événements extérieurs, et puis on va sélectionner les meilleurs, et on va les dupliquer et les faire varier un petit peu sur des paramètres ou sur des variables, et puis on les remet dans une situation avec des éléments extérieurs qui vont filtrer en fait les plus mauvais, et au fur et à mesure le programme s'améliore de cette façon-là. Et effectivement, si on le couple avec une intelligence artificielle qui serait on va dire générale, on pourrait imaginer qu'on arrive à une phase de singularité où elle décide d'appliquer cette même elle décide. C'est peut-être pas le mot qu'il faudrait utiliser, mais toujours des guillemets quand on parle. Ne voyez pas toujours les guillemets, mais quand on se parle, il y a plusieurs mots qui sont entre guillemets, on fait des petits signes avec nos doigts. Là. Mais effectivement, l'intelligence artificielle, en utilisant ce système de darwinisme, et d'ailleurs, c'est une des façons dans laquelle OpenAI améliore leur modèle, puisque quand on utilise ChatGPT par exemple, de temps en temps, pas souvent, mais de temps en temps, il produit plusieurs réponses, 2 réponses, et il nous demande de sélectionner la meilleure. Et en fait, en faisant ça, on lui donne une réponse pour l'améliorer, en fin de compte. Et finalement... Ils font travailler, mais bénévolement, là. C'est ça qu'on est en train de faire. Là. Exactement. Bon, en contrepartie, on a des réponses. Et donc, ils appliquent eux-mêmes, mais alors du coup, c'est peut-être pas le mot qu'ils mettent derrière, mais une sorte de darwinisme, en tout cas sur les réponses qui sont données pour essayer d'améliorer le modèle. Mais on pourrait, et l'intelligence artificielle pourrait
utiliser ce système-là pour essayer de s'améliorer face aux différentes contraintes et en tout cas pour essayer de s'adapter. Peut-être pas forcément de s'améliorer, mais en tout cas de s'adapter à des évolutions ou des changements de comportement des utilisateurs, par exemple, en proposant différentes possibilités. L'utilisateur choisit la meilleure et puis petit à petit, il pourrait y avoir une dérive pour accompagner le comportement des utilisateurs. Non, c'est vrai, c'est trippant de voir. Tu vois, ça reste abstrait, là. Je saurais pas comment programmer, mais je comprends les concepts. Je comprends, tu sais, j'ai l'impression de comprendre, là. On m'explique ça, puis j'ai l'impression que je pourrais le faire. J'ai de la misère à gérer mon chiffrier Excel, là, mais j'ai l'impression que je pourrais le faire. Je comprends là, qu'on met des algorithmes en interaction, en compétition, le meilleur survie ou le plus compétent ou efficace ou tout ça. Là, je vois la dynamique, là. Et sur le marché, enfin, et alors du coup, à un autre niveau, dans un darwinisme un petit peu économique, là, du coup, on a plusieurs modèles d'intelligence artificielle aujourd'hui qui sortent. Enfin, je ne veux pas dire un par semaine, mais quasiment. On a OpenAI, il y a plusieurs modèles, la version 3.5, la version 4, la version 5.0, etc. Et ils en mettent plusieurs en parallèle. À côté de ça, on a Gemini qui met plusieurs versions également. Il y a Meta qui fait pareil, Claude, etc. Et donc nous-mêmes, on participe quelque part en sélectionnant l'outil qui nous paraît le mieux pour nos réponses. Alors des fois, certains ont des avantages, d'autres non, etc. Et puis il y a aussi une question de tarif, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Mais au final, est-ce qu'on n'est pas en train d'appliquer une forme de darwinisme aux différents modèles et les plus mauvais vont disparaître naturellement? D'ailleurs, c'est ce qu'a fait OpenAI. Ils ont viré la version 3.5, je crois. Puis petit à petit, comme ça, on va garder certains modèles qui nous paraissent plutôt intéressants. Est-ce que ça va aller dans la bonne direction? Je sais pas. Est-ce que il y a d'autres critères qu'on voit pas? Sûrement. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on participe à une forme de darwinisme des modèles d'intelligence artificielle involontairement, en tout cas massivement. Ben on a, oui, c'est une forme de darwinisme, sinon peut-être aussi une forme de capitalisme, là, les lois du marché. Je pense que les deux concepts aussi se parlent, c'est pas un hasard que si ça arrive à ce moment-là dans la conversation, là. Darwinisme, capitalisme, loi du marché, la main invisible, puis tout ça, ça mène vers quelque chose de qui serait bon pour nous. Faudra voir. Shirley, maintenant que tu as terminé ton lunch ou à peine, parce que tu as pris une pause. Ouais, c'est ça, le problème de la gourmandise. Pour expliquer aux personnes qui ne nous voient pas, je me suis étouffée avec des bonbons. Voilà, c'est tout simplement. Donc, mais c'est très bien. Figure-toi que rien n'arrive par hasard. Stéphane, comme ça, a pu discuter dans la continuité de Sylvain, et moi, je suis partie complètement ailleurs. Donc, très bien. Parfait. Bon, parfait. Tu voulais aller, Shirley, avec l'épisode? Moi, j'ai été beaucoup plus terre à terre et je me suis un petit peu attardée sur le sujet des données massives, big data versus few data, données frugales. Et en bonne française râleuse, je vais râler. Voilà, tout simplement. J'en connais plusieurs, sont sympathiques. En fait, j'étais à l'écoute de l'épisode qui est très intéressant et l'idée de few data, données frugales, très intéressante. J'étais un peu frustrée en l'écoutant. J'aurais voulu en savoir plus en fait, plus de développement sur les techniques utilisées, beaucoup plus de détails sur ce qu'ils font exactement, comment ça s'articule, et j'ai été également frustrée que cette question, frustrée / impatiente peut-être, parce que je suis impatiente, frustrée, impatiente, que cette question reste encore, je cite, un bel exercice scientifique de recherche, que ça se... Alors attention, je vais utiliser le mot que ça se cantonne, ça fait un peu négatif, mais que ça appartienne encore au milieu de la recherche fondamentale et que ça ne s'exporte pas dans ailleurs, dans une réalité un petit peu plus Oui, parce que les concepts, on les voit bien. Là. S'il y a moins de data, c'est plus efficace. Environnementalement parlant, c'est super trippant. Fait que pourquoi que ça sort pas des laboratoires? Qu'est-ce qui se passe? Comment on fait? Comment on s'arrange pour que ça devienne un petit peu mainstream, cette technologie-là?
Exactement. Moi, c'est vraiment à l'écoute ce qui est ressorti au-delà de vouloir en savoir plus. Moi, après, il m'appartient d'aller taper à la porte de ce chercheur et de son équipe pour en savoir un petit peu plus. Enfin, on peut tous le faire. Mais ouais, il y a une maîtrise ça... en intelligence artificielle ici. Ça te tente, Shirley, de tester l'eau plus profondément avec Christian. Là, si tu veux vraiment savoir tout, comment faire. Et en tout cas, par rapport à ce qu'il expliquait, ça m'a donné le sentiment, vous m'arrêtez si jamais je me trompe, ça m'a donné le sentiment que là, d'un point de vue technique, enfin que la technique, elle tenait entre ses mains une espèce de, sans aller dans le technosolutionnisme, mais une sorte de clé qui pouvait apporter une réponse à plusieurs enjeux déjà bien identifiés. Parce que le sujet, c'est la capacité qu'ont les algos à tendre, les équipes qui programment les algorithmes, à tendre vers une consommation un peu plus frugale des données. Et je me faisais la réflexion en l'écoutant que cette idée-là d'utiliser moins de données, que ce soit plus efficace, c'était au carrefour de tout un tas d'enjeux sur le plan éthique qui sont identifiés depuis quelques années maintenant, notamment par l'Union européenne. Toi, tu l'avais mentionné dans l'épisode d'ailleurs, des enjeux environnementaux, mais aussi des questions d'efficacité, de sécurité, la question de la surveillance, l'équité, la discrimination également, puisque il y a cette idée à partir d'entraîner. Alors attendez, entraîner sur des millions d'exemples. Non, attendez, qu'est-ce qu'il avait dit? C'est-à-dire que le concept, c'est comme ça que je le résume quand j'en parle maintenant, c'est au lieu de donner des millions d'images de chats pour savoir c'est quoi un chat, si on était capable de lui montrer 3 images de chat puis qu'ils disent c'est un chat, t'imagines les gains en efficacité environnementale, utilisation de données. Ouais, il disait entre autres que c'est la gestion, c'est sûr quand on gère des banques de données immenses, ça prend des serveurs, il faut que tu sortes l'information, il faut que tu fasses transiger ça entre PC, tandis que si c'est quelques données, tout ça pourrait se faire comme transaction directement sur ton appareil à toi, là, ça sort pas, fait qu'il y a les enjeux de sécurité, il y avait ça dans son discours. Ouais, et j'avais noté aussi l'idée d'apprendre à extraire la structure nécessaire pour que sur de nouveaux cas, ça fonctionne bien. D'où l'idée d'équité, de discrimination qui était potentiellement en jeu également. Donc voilà, ça m'a cette idée en fait que qu'on voit là à partir d'un défi scientifique qui appartient encore à la recherche fondamentale. On a des scientifiques qui ont peut-être entre leurs mains cette fameuse clé qui est une sorte de réponse unique. J'exagère un peu quand même, mais à des enjeux qui, là, on le voit, j'ai l'impression, sont vraiment profondément imbriqués avec ce type de solution. D'où ma frustration, et ça me permet de relier probablement une frustration partagée par Christian, c'est-à-dire que il veut bien accomplir ça, mais on est peut-être loin aussi entre l'idée, le concept, puis ce qu'on essaie d'accomplir, puisqu'on réussit aussi à produire efficacement comme technologie. Là. Ouais, mais c'est peut-être après, c'est peut-être encore très très bien. Enfin, mon impatience ne doit pas. Faut pas que ça vienne aussi bouleverser la qualité de cette recherche fondamentale. Mais du coup, ça me permet de raccrocher à une petite actu française. Alors, actu de quelques semaines maintenant. Mais justement, dans cette réflexion de faire sortir de la recherche fondamentale, de l'utiliser, de la faire rentrer un petit peu dans une réalité un peu plus économique. Justement, avec cette idée que, en tout cas, avec l'intelligence artificielle, on le voit bien, c'est capable de bouleverser nos vies du jour au lendemain. CF ChatGPT, tu vois, le truc un petit peu qui a bouleversé un peu tous nos usages ces dernières années. Et justement, il y a quelques semaines, dans notre saga politique française, on a enfin un gouvernement et on a notamment un secrétariat d'État chargé de l'intelligence artificielle et du numérique qui avant était rattaché à Bercy, donc ministère de l'économie, qui désormais est rattaché au ministère de l'enseignement supérieur, figurez-vous. Eh bien.
Voilà, et donc deux trucs un petit peu importants. Déjà, l'intelligence artificielle qui entre dans le nom du secrétariat d'État en question, et l'appartenance maintenant, enfin le portefeuille du ministère de l'enseignement. Qui change de quitte ministère. L'économie, c'est plus l'économie qui va s'occuper de ça, ça va être l'enseignement supérieur. C'est intéressant. Ouais, je trouve que justement, et plusieurs personnes ont mentionné ce changement de positionnement qui était très très intéressant. Et quand j'entends un sujet comme celui-ci, typiquement, c'est le genre d'initiative où j'aurais envie politiquement, je dirais que un ministère de l'enseignement supérieur, un secrétariat d'État chargé du numérique et de l'intelligence artificielle s'intéresse à ce type de travaux et peut-être pousse à ce que ce type de questionnement soit vraiment porté vers le haut et puis supporté par des entreprises, pourquoi pas, qui pourraient tirer aider, contribuer à ce que cette recherche évolue et soit utilisée dans une certaine réalité économique. Je pense que tout le monde aurait à gagner, j'imagine. Donc voilà, mais encore une fois, c'est peut-être mon impatience qui parle. Hein. Je sais pas. Oui, non, il faut la garder. Je pense que tu as raison d'être impatiente. Merci aussi pour le lien avec l'actu politique, le changement de main de portefeuille. C'est intéressant. Je vais suivre ce dossier-là. Écoutez, on va faire un deuxième tour de table, peut-être un peu plus rapidement, mais on va faire quand même un tour de table. Mais avant, il faut que je fasse une pause. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait une, mais il faut remercier nos membres du Nexus 6. Vous le savez, là, ça fait longtemps que je vous en avais parlé, mais ils sont là, puis ils sont plusieurs à avoir courageusement appuyé sur le petit bouton. C'est écrit « Support the show » si vous regardez dans les notes de podcast. Là. Puis, ces derniers soutiennent depuis plusieurs mois, sinon quelques années, le projet IA Café. Je remercie nos membres les plus généreux du Nexus 6. Yves Lapierre, Clément Brunet. D'ailleurs, sa question, je l'ai posée à Christiane Gagné. Pierre Girard, Damian Toribé et Vincent Bailey, merci de votre soutien. Merci aussi à l'Obvia, l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle, qui nous donne un beau petit soutien financier. En tout cas, ils nous ont financé ça l'année dernière, puis vont sûrement renouveler cette année. Je ne sais pas s'ils nous écoutent, mais je les salue. Puis merci à vous tous qui souhaitez encourager IA Café. Je vous invite à nous payer en retour un café pour le prix d'environ un café une fois par mois. Vous consultez nos notes de podcast, puis vous allez voir encore une fois, c'est écrit « Support de show », on clique là-dessus, puis on fait une petite contribution. Rien du tout, mais ça serait bien apprécié. Puis sinon, juste à liker, un petit cœur, un petit partage, puis ou un commentaire. Je suis convaincu que vous allez trouver votre façon de contribuer, puis d'engager avec notre podcast. OK, on poursuit notre deuxième tour de table. On poursuit avec le retour sur l'épisode 94. Rappelons-le, l'épisode était intitulé « Une machine qui apprend ». Tiens, je vais mettre les guillemets moi aussi ici. Là. Une machine qui apprend avec peu. Données massives versus données frugales en intelligence artificielle. C'était l'entrevue avec Christian Gagné. Deuxième tour de table. Sinon, vous pouvez aller aussi là où vous souhaitez. On retourne vers Sylvain. Sylvain, où tu t'en vas? Oui, en fait, j'avais une question par rapport à ce que sur les contributions et tout ça. Je me demandais, tu vois les noms des personnes qui font des petits... J'ai leurs noms, leurs adresses, j'ai tout ça. OK, c'est parce que je vais aller faire ma contribution parce que mon nom il est pas là. J'ai jamais. Je vais le faire. Mais à coup de pas. Je me rends compte, je dis merde, je l'ai pas fait moi-même. Mais là, tu contribues à ta façon aussi. Là, oui, c'est vrai. Mais bon, je trouve que pour la forme, c'est ça. Je serais peut-être pas dans les meilleurs, dans le top des plus grands contributeurs. Là. Je serais pas concurrence à Lobbyvia quand même. Mais j'irai faire ma petite C'est part. bien fait. Merci de faire le relais, Sylvain, pour tout ça. Je suis convaincu que nos auditeurs vont
vont suivre la route que tu viens de nous tracer. Sylvain, où t'allais avec ton analyse sur deuxième partie? Hein, oui, j'irai ailleurs, si ça vous dérange pas. Un petit fait divers là, pour alléger. Quoique aujourd'hui, c'est pas très... c'est quand même assez léger, disons-là, comme sujet. On a déjà vu pire. Que le deep dive, en tout cas. Là, c'est plus niché. Là. Oui, on a déjà vu pire, on va se le dire. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, c'est l'épisode sur l'Halloween. Dois-je le rappeler? On l'enregistre la semaine prochaine, mais on va le diffuser le 31. Excuse-moi, Shirley? Non, c'est Sylvain fait bien. J'allais intervenir pour dire pour les horreurs, ce sera la semaine prochaine pour Halloween. Oui, c'est ça. Ça s'en vient. Soyez patients. On a de belles histoires d'horreur à vous raconter. Ben écoutez, c'est pas une histoire d'horreur, mais c'est un petit fait divers qui est quand même cocasse, mais peut-être que... je suis certain que les gens ont été mis au courant de la chose, mais je voulais parler du robot Optimus. Optimus, OK. Oui. Vous savez ce qu'est le robot Optimus? Moi, je connais Optimus Prime. C'est le seul robot que je connais, mais s'il y a lui, ça va prendre une grosse singularité avant d'arriver à ça, là. Oui, vraiment. Mais c'est intéressant le nom, parce que justement, c'est le nom du robot qui s'appelle Optimus, qui est une production les mêmes comics que moi quand j'étais jeune, probablement. Ah oui, à fond. Très, très grand fan des Transformers. Ben oui, puis Optimus, le meilleur. Pas Optimus. Optimus, ils l'ont nommé pourquoi? Qui fait ça, là? Ben, c'est le robot de mon bon ami Elon Musk. Ah, voilà. Encore lui. Oui, encore lui. Et d'ailleurs, on pourrait souligner deux grands événements reliés à Elon Musk. Là. Le premier, qui est une prouesse vraiment spectaculaire, là, qui est l'atterrissage du premier étage de la fusée, là, du lanceur de Star. Oui, impressionnant à voir. Oui, c'est vraiment une prouesse et qui entre un peu en contraste avec l'exemple, l'autre événement dont je voulais parler. C'est l'événement We Robot qui s'est déroulé le 10 octobre. Okay. C'était une démonstration du robot Optimus. Et si vous allez sur Internet, vous regardez, ils sont très beaux, les robots. Hein. Ils ressemblent beaucoup à ceux que vous pouvez voir dans le film avec Will Smith, dont j'ai oublié. iRobot, exactement. Ouais, ils sont très, 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 très similaires. D'ailleurs, si j'étais les producteurs du film, ceux qui ont fait les designs, je lancerais peut-être un petit coup de fil parce que... Il y a eu un coup de fil et une attaque, un dépôt de plainte, je te rassure, Sylvain. C'est déjà fait. Bon. OK, c'est pas étonnant parce que vraiment la ressemblance, elle est évidente, je veux dire. Bon. Et la démonstration, en fait, de cet événement-là, c'est que vous avez des robots, on les voyait se déplacer, il y avait des gens, et là, les robots faisaient toutes sortes de choses, se promenaient, comme des êtres humains, comme ça, là, dans la foule. Ils pouvaient servir des boissons. Il y a des vidéos sur YouTube très, très intéressant. Et j'ai trouvé ça drôle parce que moi, ça m'était déjà arrivé d'aller dans un restaurant à Montréal où ça avait été présenté dans les médias comme étant le premier barman robot au Québec. Le restaurant a fait faillite, malheureusement, il n'existe plus. Et je me souviens que j'avais été là, ça fait quand même quelques années, et ça fonctionnait très mal, le robot. Là. Le robot nous parlait « Je vais vous c'est autre ». Il y avait des mots qui sautaient. Et lorsqu'il versait de la bière, ça prenait souvent 3 ou 4 fois pour que votre verre remplisse, et il en reversait beaucoup à côté. Non, moi, ce que j'aime, c'est que quand tu imites un robot, recommence, Sylvain. Tu demanderas à un de tes 3 ou 4 machins d'IA de le faire probablement mieux que moi. Et là, je te donne ma permission cette fois-ci, mais je te donnerai pas ce plaisir, et encore moins de plaisir à certaines autres personnes qui sont avec nous ici, dont un en particulier, dont nous avons un petit différent, qui est en suspens et qui n'est pas réglé. Alors, je veux pas te donner une munition non plus supplémentaire. Moi, Mais j'apprécie voilà. Remarque, c'est bon. Ouais. Et je l'ai imité du mieux que je pouvais. Alors, si ça convient pas... Retournons à Optimus, là. Optimus, oui. Alors, le robot se promenait comme ça. Il y en avait un barman, un autre qui faisait le service. Donc, c'est un peu ça. Il y a eu beaucoup de marketing autour de ça, là. Tour de force, il y avait des manchettes, tour de force de Tesla à ce sujet-là. On les présentait comme de potentiels domestiques robots.
Elon Musk a dit lui-même c'est sa prédiction là, que ce robot-là allait devenir le plus grand produit de tous les temps. Il évoque un prix de vente compris dans les premières versions commerciales entre 20 000 et 30 000 $. Donc, c'est quand même, c'est très, très cher, on s'entend, mais c'est quand même, si on pense, par exemple... de ménage, moi, je serais prêt à payer cher, là. Ah oui, puis si on pense surtout, si vous vous souvenez aussi des premiers prototypes de robots humanoïdes de Honda là, qu'ils ont mis, qu'ils avaient développé il y a 20 ans, on parle de quelque chose, d'un produit qui coûtait 400 000 $. Là. Alors, ça vous montre quand même qu'en l'espace de 20 ans, on est passé de 400 000 à peut-être 20 ou 30 000 pour cette version-là. Mais le problème là-dedans, c'est que tout ce qui a été montré, et il est sorti après l'événement, on disait, vous voyez, prouesse de l'IA et tout ça. Ouais. Donc, on a fait la pub en disant que ces robots-là étaient, entre guillemets, autonomes. Et on sait, ce qui est transparu après dans les médias, c'est qu'en fait, c'était pas le cas. Les robots étaient manipulés par des êtres humains à distance. Donc, ils étaient téléopérés. Wow. Alors, physiquement... Je pensais que tu allais me dire qu'il y avait des acteurs dans les robots. Oui, dans un costume. C'était quasiment ça. Mais là, si ça avait été ça, je l'aurais gardé pour l'Halloween. J'en aurais pas parlé là. C'est vrai. Et vous aviez des gens avec une espèce de casque sur la tête là, qui permettait de voir ce que le robot voyait avec des espèces de gants, un peu ce que les acteurs revêtent là, pour tourner des films lorsqu'ils ont des personnages numériques. Là, ça ressemblait à ça. Et donc, c'est ça. Vous aviez des êtres humains en arrière qui pilotaient les robots. Donc, c'est sûr que mécaniquement... Mais c'est intéressant aussi techniquement. Oui, puis c'est là où je voulais en venir. Sur le plan mécanique, et sur le plan des gestes, de la mobilité, de la dextérité, c'est phénoménal. On s'entend là-dessus. Mais bon, il reste à mettre, disons, le logiciel qui va avec. Mais aussi, ça, c'est Elon Musk parce qu'après, on lui en a reparlé. Il a dit oui, effectivement, c'était téléopéré. Et il a dit, mais moi, je pense aux personnes qui sont par exemple handicapés, qui sont paraplégiques, qui pourraient peut-être travailler en ayant un double comme ça, une espèce de clone robotique qui pourrait avoir se promener, faire des courses, avoir une certaine mobilité avec où la personne qui est immobilisée pourrait quand même voir ce que le robot voit et interagir dans le monde malgré sa condition. Et là, ça, je trouvais que c'était quand même intéressant et ça faisait penser aussi à un film avec Bruce Willis, là, Surrogates, qui est exactement ce concept-là. Oui, je pense qu'Elon Musk a vu pas mal des films qu'on a vus. Là. Oui, c'est un grand fan. Et voilà. Donc, je trouvais que c'était intéressant. Alors, encore, c'est un exemple du fameux Turc mécanique dont on a déjà parlé à ce micro. Excellent. Optimus, on va aller lire là-dessus. J'avais pas fait le tour de cette nouvelle-là. Je pense mais celle-là, c'est Optimus qui est plus une marionnette. Ouais, c'est une marionnette quand même assez sophistiquée. Technologiquement, il y a quelque chose. C'est pas de l'intelligence artificielle, là, mais il y a quelque chose de la mécanique qui est super trippant. Ouais, trippant, OK, on continue. Vas-y, Charlie. Pardon, trippant, mais bon, faut quand même, tu l'as très bien dit, Sylvain, avec la référence du Turc mécanique, c'est là ce qu'il faut relever aussi, et surtout, peut-être, c'est une fois encore, cette tromperie qu'il y a autour dans tout ce qui est promotion avec Elon Musk, quoi. C'est fatigant à force. Excuse-moi, Charlie, sa tromperie, est-ce que c'était volontaire? Mais bien sûr. Mais voyons. C'est-à-dire, c'était-tu un stunt publicitaire? Désolé de l'expression, mais c'était-tu l'idée, on va faire semblant que c'est vrai, puis après on leur dit, c'est un stunt, c'est pour promouvoir telle chose, ou on fait semblant effectivement que c'est des robots autonomes, puis après coup, on se fait pincer, puis après ça, on dit, finalement, c'était un stunt. Mais c'est l'anecdote de Sylvain qui doit mieux connaître le dossier, mais il me semble que c'est la deuxième version, c'est que il l'a présenté comme une avancée technologique de dingue, et puis ensuite finalement ça a été révélé. Pas tout à fait, parce qu'il s'est passé quelque chose. Si vous posiez la question au robot, apparemment sur place, est-ce que tu es autonome, le robot disait pas tout à fait. Donc je pense que c'était une machination, mais qui était vraiment réfléchie comme ça, là. Assumé complètement. Oui, apparemment que si tu demandais au robot, il admettait la supercherie, oui. Bon, ouais, ok, donc un peu zoom quand même. OK, dossier
à explorer encore. Merci. Merci Sylvain. On va y aller vers. On va continuer notre deuxième tour dans le même ordre. J'irai vers Stéphane. Stéphane, est-ce que tu reviens sur. Ou est-ce que tu veux commenter? Ouais, je vais commenter parce que ben justement en fait, tu parlais tout à l'heure de bons dans l'évolution Ouais. et donc finalement on parle également du few data, enfin en tout cas de essayer d'avoir des modèles plus petits, moins gourmands, etc. Le but c'est quoi? C'est de les mettre dans des appareils qui peuvent être nos téléphones, mais pourquoi pas aussi dans des robots autonomes. Et donc, bah, ce bond-là, enfin en tout cas sur la cybernétique, on va dire, il pourrait apparaître justement quand on aura des Ah modèles oui, qui hein? seront autonomes et facilement implémentables dans un appareil. Et ce qui aujourd'hui, il y a besoin encore d'une connexion Internet. Donc là, on pourrait imaginer un robot qui se connecte à Internet, mais si on le met dans une cave, il pourrait plus fonctionner. donc, euh, donc, Ouais, donc c'est voilà. vrai que c'est une des limitations de la robotique. C'est faut toujours qu'il y ait, en tout cas, si tu veux avoir beaucoup de fonctionnalités qui soient toujours en lien avec l'Internet. Si tu mets de l'intelligence artificielle, il faut qu'il soit à quelque part branché sur ces gros serveurs-là. Alors que si tu pouvais avoir des algos plus petits, puis des jeux de données ou d'interprétation des jeux de données plus frugales, ben, on pourrait Mmh. tout mettre ça dans la même petite tête, entre guillemets, encore une fois, de robot, là. Et peut-être qu'on arriverait effectivement à ce bon, en tout cas au niveau d'évolution de la robotique. Bon, c'est déjà un peu le cas, c'est qu'il y a quand même de plus en plus de systèmes qui sont performants avec une certaine autonomie, quoi. Hmm. Et, et alors, bah, du coup, je vais revenir sur le concept de flux data et les risques qu'il peut y avoir également, enfin que j'imagine moi Ah de oui? mon côté, c'est que, alors c'est un risque. Moi, c'est quelque chose enfin voilà, que je trouve plutôt sain, c'est que le fait qu'on puisse utiliser peu de données pour faire des apprentissages, ça veut dire aussi qu'on donne à la portée de tous la capacité de apprendre, enfin de faire apprendre une machine, enfin de tout le monde va pouvoir faire apprendre quelque chose à des machines très facilement. Et donc du Tout le coup, monde va pouvoir faire ce que Google fait en ce moment. exactement. Enfin, alors, Google et on autres. parle d'un avenir, hein, parce que Oui. je pense qu'on n'en est pas là, hein, mais enfin, on n'en est pas là. Mais en tout cas, disons que c'est une cible et potentiellement, ça peut être un risque de décupler en fait le nombre de modèles avec, bah, chacun mettra les limites qu'il veut sur ces modèles ou pas. Et donc, on pourrait imaginer un risque derrière si les machines, on pouvait facilement les entraîner et que ce soit pas juste des grands acteurs qui soient un peu contrôlés aujourd'hui. Un peu contrôlé, je comprends. C'est l'idée que Mm. si on donne accès à cette technologie à tout le monde, ben, il peut y avoir un fou à quelque part qui met cette technologie-là au service de ses propres projets machiavéliques, alors que les gros, bon, on se plaint que ce sont les gros qui gèrent la technologie, mais on peut un peu les contrôler. Puis là, j'appuie sur le un peu. Un peu, oui, parce que de loin. De Il faut loin. commenter ce qui se passe plutôt. On peut commenter et se donner une impression de contrôle. Ouais. Et du coup, je vais faire le lien. Alors bon, enfin moi, pour assurer les auditeurs, évidemment, on n'en est pas là, hein, donc pour l'instant, on a encore un peu de temps. Mais voilà, en tout cas, c'est un risque. Mais et après, et je pense qu'il y avait t'avais un invité lors de la saison précédente qui avait parlé un peu de ça. On peut voir aussi un aspect plutôt positif, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait plein de modèles bah, fait que chaque modèle aura moins de pouvoir et donc par conséquent les risques seront un peu diffus sur l'ensemble. Alors je me souviens plus exactement quel était cet invité. Je pense que c'est Philippe Baudouin. J'ai oublié de son nom. Enfin, je suis aussi fort que ça. Je vais vous retrouver son nom. Je pense que c'est Philippe qui parlait de ça, là. Et, et alors donc du coup, bah, je vais faire le lien avec un événement, enfin un événement, un document qui a été proposé par l'ANSSI. L'ANSSI, c'est l'Agence nationale française de sécurité informatique qui propose en fait un document, alors c'est une trentaine de pages, sur
les risques et comment déployer des modèles d'intelligence artificielle dans les entreprises. Et donc, comment se prémunir des risques d'attaques, parce qu'il peut y avoir des attaques sur l'intelligence artificielle, les risques de fuite de données, de perte de contrôle d'un certain nombre de choses. Voilà, donc il y a sur tout ce qui est lié également à la RGPD, donc la réglementation sur les Charlotte, tu vas m'aider sur les protection des données personnelles. La protection des données, merci. Et donc voilà, dans ce document, il y a beaucoup de recommandations, quelques explications. Enfin, en tout cas, c'est tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, mais je précise générative. Et voilà. Alors, c'est un document qui date d'avril. Je suis tombé dessus il y a peu de temps, mais voilà, il est assez intéressant. Et voilà, on trouve pas mal de recommandations sur vraiment la mise en place de ces outils au sein d'une entreprise. Rappeler comment on peut entraîner cette machine, quels sont les risques d'utiliser des mauvaises données, qu'est-ce qui advient des données, etc. Merci Stéphane. Puis tout à l'heure, je parlais de Philippe Baudouin. Je ne sais pas si j'ai dit Philippe Baudouin, mais c'était Philippe Baudouin. Là. Je vérifiais pendant que tu parlais. C'était effectivement lui qui parlait des concepts que tu invoquais. Je me tournerai vers Shirley. Dernière intervention, dernier tour de table. Shirley, qu'est-ce que tu as envie de nous rapidement, raconter? ouais, je suis revenue. Moi, il y a le sujet des deepfakes qu'évoquait ton invité qui m'intéressait. Oui. Quand vous évoquiez les risques potentiels, concrets, etc. Oui. Et avec cette idée que des deepfakes puissent cibler des populations précises et viennent influencer des votes avec les élections américaines que vous évoquiez. Bon. Je pense que là, niveau élection, vu qu'on est dans la dernière ligne droite, je crois qu'il reste 2 semaines, c'est ça, si je dis pas de bêtises, à peu près, à quelques jours près. C'est ça. Donc je trouvais que parfait. Je trouvais que le sujet s'imposait presque. Donc j'avais envie d'y revenir et donc vous évoquiez ce risque-là dans un esprit de déstabilisation et de déstabilisation vraiment je sais plus quel terme il avait utilisé, mais vraiment de la paix occidentale, voilà, au sens large. Et je le rejoins. Maintenant, je pense que faut peut-être apporter un petit peu de nuance. Et notamment dans la manière dont les deepfakes pourraient venir déstabiliser un petit peu des élections, notamment des élections et puis des régimes démocratiques en général et au pluriel. Et parce que les deepfakes, ça va pas être, je ne crois pas en tout cas, ça va pas être une manipulation de masse, quelque chose de grossier qui va être dans toutes les unes de journaux demain, et puis on va tous ne parler que de ça et que ça va faire un bon gros buzz. Je pense que si des deepfakes ont la capacité de venir déstabiliser une élection, ça va être beaucoup plus subtil, ça va être une question déjà, je pense, de timing. Bon, là, on est en plein dedans, parce que je pense que la dernière minute, ça peut être une technique, c'est une technique connue. Donc, vigilance, ces prochains jours. Et surtout, comment dire, c'est là où elle va pouvoir intervenir, cette manipulation de masse. Et il y a beaucoup sur les réseaux sociaux, évidemment, il y a beaucoup de choses à relier avec tout ce qui est bulle informationnelle, biais de confirmation. Et je pense que il y a beaucoup de deepfakes qui vont circuler, qui circulent déjà, qui ont circulé dans le camp républicain, auprès aussi des votes indécis, parce que là il y a quelque chose à jouer avec ces élections américaines. Alors je suis pas une grande experte, mais je sais que là ça va se jouer à très peu de choses. Enfin, tout le monde le dit. À très peu de choses. Donc c'est ça qui est intéressant à relier avec cette idée de deepfake, d'autant qu'il y en a eu des deepfakes. Enfin, il y a eu des manipulations déjà avec la voix de un audio de Joe Biden qui était assez bon. En plus, on évoquait un petit peu plus tôt Obama. Il y a eu avec Joe Biden là très récemment. Il y a également, je sais pas si vous l'avez vu passer, le deepfake d'une jeune femme
dans un fauteuil roulant, victime d'un accident de la route et qui dénonçait que Kamala Harris était la chauffarde qui l'avait renversée et puis avait fait un délit. Non, j'ai pas vu ça. Fuite. Bah voilà, il y en a eu un. Ça a été diffusé, donc pareil dans les sphères, dans le camp républicain, etc. Ça a fait le tour. Donc voilà, il y en a eu. Parce que tu sais, je me disais ça, tu parlais de deepfake, puis je me disais, il me semble qu'il n'y en a pas eu tant que ça, sinon je les aurais vus, mais c'est bien de le cadrer comme ça, c'est-à-dire que l'avenir, entre guillemets, encore une fois, du deepfake pour influencer les élections, c'est justement d'avoir l'intelligence artificielle pour identifier les populations ciblées, tu sais, les populations que tu veux influencer dans tel état. Maintenant, c'est possible avec tout ce qu'on a comme outil, de les cibler exactement, de cibler des individus peut-être plus fragiles, influençables, qui sont sur des réseaux particuliers où là, on pourrait leur pousser de l'information frauduleuse ou même produire des documents, des deepfakes qui, là, ce serait appuyé, ciblé. C'est une arme de conviction massive, peut-être. Je sais pas si c'est un nouveau terme, là, mais où on cible, c'est pas massif, justement, c'est plus ciblé. On cible des populations plus vulnérables, influençables dans des états clés. Puis là, on pourrait influencer le vote. Là. Absolument. Je ne vais pas donner de mauvaises idées à personne, là, mais ça pourrait être ça. Là. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de nous de toute façon pour recourir à ce genre d'outils-là. Et je suis d'autant plus contente de l'évoquer que il y a quelque chose il y a un outil qui a été supprimé cet été. Ouais, cet été, que je trouve particulièrement problématique et ça me donne l'occasion de l'évoquer ici. Je sais pas si vous connaissez l'outil, alors avec mon accent anglais magnifique, CrowdTangle. Je sais pas si vous connaissez. Non. Ça vous dit rien? Ok. Eh bien, c'est un outil, ne m'obligez pas à le répéter 36 fois. C'est-tu crowd ou crowd? CrowdTangle. Je l'écris comment, là, tu sais, ça va simplifier. CROWDTANGLE. OK, crowd, comme une population. Ouais. OK. Je suis française, d'accord? Donc... Merci. Pas français. Mon accent est différent, mais moi aussi j'ai un accent anglais. En tout cas, donc cet outil-là est utilisé. Donc il était présent. En fait, c'était un outil de Meta qui était présent sur les réseaux sociaux, qui était initialement un outil de veille qui permettait à des entreprises de surveiller comment les internautes interagissaient, avec leurs publications. Et en fait, cet outil-là a été, si je puis dire, détourné, mais très positivement, puisqu'il a été utilisé assez rapidement par des journalistes pour faire de la veille sur Facebook, sur Instagram, justement pour lutter contre la désinformation. Donc c'était intéressant parce que en fait cet outil-là, il permettait justement de voir en temps réel l'émergence de tendances, des posts très partagés, des posts likés, des suivis de pages, et notamment sur des pages complotistes, et puis tout ce qui était tentative coordonnée de désinformation. Ouais. Grâce à cet outil-là, on pouvait suivre en temps réel, des journalistes étaient présents et puis pouvaient débunker quasi en temps réel ce type d'action. Oui. Donc hyper intéressant si vous avez un deepfake qui est balancé sur ces pages-là, il était repérable relativement facilement par ces journalistes. Donc très intéressant. Sauf que Meta a décidé de supprimer cet été cet outil fort intéressant et je trouve dans un timing plus que problématique, à savoir juste avant des élections américaines qui sont très tendues, on va pas se mentir. Et pourquoi Meta a supprimé cet outil? Pourquoi ils ont fait ça? Donc à la fois juste avant des élections américaines et dans un moment où quand même, accessoirement, aussi l'Union européenne impose de plus en plus de mesures, grâce au DSA notamment, sur ce type de thématique justement. Donc officiellement, Meta a décidé et a annoncé cette suppression au profit d'un autre outil développé pour répondre justement, et alors là, je trouve ça absolument magnifique, pour répondre à une des exigences du DSA. Donc techniquement,
ils respectent à la lettre la loi. Voilà, et ils en profitent précisément en sous-marin pour supprimer un outil d'utilité publique. Ils ont substitué cet outil-là à une bibliothèque de contenu qui a des fonctionnalités similaires, si on peut dire, encore que la Commission européenne a dénoncé justement un petit peu toutes les lacunes de cette nouvelle bibliothèque de contenu, parce que le DSA impose désormais que des outils soient développés pour que des universitaires viennent étudier les phénomènes de désinformation sur le fond sur ces plateformes. Mais, les journalistes et les ONG, elles utilisaient l'outil initial, donc CrowdTangle, pour surveiller Facebook, Instagram, dans sa lutte contre la désinformation. Et là, on va changer de temporalité complètement. Avec cette analyse universitaire, on sort totalement du temps réel et puis de la mise en avant de ce type de désinformation qui est essentiel dans des temps d'élections. Alors, on a eu, nous, les élections européennes, mais il y a aussi, donc là, les élections américaines. Donc, il y a à la fois donc ce travail de fond qui certes est nécessaire, mais qui va supprimer le travail des journalistes en temps réel. Et oui, non, j'ai cru que Sylvain allait intervenir. Pardon, autant pour moi. Et je trouve ça déplorable justement dans cette idée de respecter une des dispositions du DSA, d'en profiter pour supprimer ce type d'outils. Ouais, et peu de personnes, j'ai vu très peu de personnes, en tout cas en France, en parler, très peu de journalistes. Je suis encore allée vérifier tout à l'heure dans ma bibliothèque numérique universitaire, tout ce qui est Dalloz, LexisNexis, tout ça, j'ai pas vu d'article universitaire sur le sujet. J'ai vu un seul communiqué de presse de la Commission européenne qui déplorait justement cette suppression à venir. Donc et qui dénonçait justement les lacunes de la nouvelle bibliothèque de contenu. Donc voilà, si je pouvais raccrocher justement aux propos de ton invité, c'était par rapport à cette inquiétude pour les élections américaines. Je pense qu'on n'est pas rendu justement quand, dans le même temps, on a ce genre d'outil qui permettait de suivre en direct, qui est utile, qui pourrait lutter contre ça, puis l'outil est retiré de la circulation. Ça s'appelle CrowdTangle. Merci pour la prononciation. C'est moi aussi un accent, il est différent du tien, mais c'est ça quand même. Merci Shirley, une belle contribution, merci. Bon, on va arrêter ça. Écoutez, déjà un gros épisode, 1h15 qu'on parle, mais ce sera tout cette semaine. Merci encore à Christian Gagné pour sa participation au podcast. J'espère qu'il ne nous tiendra pas rigueur ou d'avoir trahi peut-être à quelques endroits de ce podcast ses propos. Ça fait partie des difficultés. On essaie de tout comprendre de ce champ-là, là, mais on l'aborde toujours avec les maladresses. On navigue un peu à vue dans tout ça là, quand on sort un peu de notre champ d'expertise, mais en même temps, c'est la beauté de tout ça. Là. Alors, on a des juristes, des philosophes, des sociologues qui parlent d'intelligence artificielle et qui essaient de comprendre un petit peu ce qui en ressort. Merci à mes baristis A. Et ils étaient 3 cette semaine. Fred a fait une courte apparition dans notre avant-show. Puis il a disparu en cours de route. Merci à Sylvain Munger. Et merci à vous autres. Merci à Shirley Plumeran. Merci à tout le monde. Et merci à Stéphane Minéo. Merci à vous. Merci également à vous, chers auditeurs, auditrices d'IA Café. Merci encore une fois de jouer votre rôle dans cette communauté IA francophile. Partagez notre contenu, likez, commentez, faites quelque chose, parlez-en. Votre hôte, Jean-François Sénéchal. On se revoit au prochain épisode. Et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.